Au Rwanda, d'autres le sont, et depuis longtemps. Le parquet de Kigali a publié une liste de fugitifs. Ce seraient les planificateurs du génocide. Tous ceux-là vivent en Belgique. Parmi eux, Shingiru Mbonyumutwa figure en bonne place. Il y a certains dossiers qui ont été communiqués au procureur belge. Nous savons qu'ils sont là. Donc c'est le devoir de la police belge, du gouvernement belge de les rechercher sur leur territoire. Nous savons qu'ils y sont et il n'y a aucune raison de ne pas les arrêter. Shingiru Mbonyumutwa est recherché mais il ne se cache même pas. En plein centre de Bruxelles, on le trouve facilement, au fond de ce magasin d'antiquités. Voici l'un des hommes dont on dit qu'il était parmi les plus influents du pouvoir génocidaire de l'époque. On disait qu'il était dans le parti MDR Power. Donc pour nous, MDR Power et MRND, CDR, c'était la même chose. Ce sont des gens qui étaient pour le génocide. Je sais qu'il est sur la liste d'Interpol. Je me pose des questions. Quelqu'un qui est listé sur Interpol, qui vit sa vie paisible en Belgique, je me dis, tiens, est-ce que la Belgique se fout de l'autorité Interpol? Fils du premier président rwandais, ancien ministre, Shingiru Mbonyumutwa était un leader important chez les extrémistes Hutus. Sur Internet, on trouve son nom, très facilement. Et on trouve ceci, un extrait d'un discours qu'il a prononcé à Radio Rwanda. En plein génocide, il appelle les Hutus à se défendre contre l'ennemi Tutsi. À l'époque, cela veut dire tuer des Tutsis. Ce que vous dites là, je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être l'extrait d'un discours que j'ai tenu. Je vous conseille d'abord d'aller prendre l'entièreté de ce que j'ai dit. Mais vous avez bien prononcé ces mots sur la radio? Pas du tout. Shingiru Mbonyumutwa a bien prononcé ces mots sur Radio Rwanda. Au plus fort des massacres, il n'y a aucun doute, c'est un discours d'encouragement aux tueries. Mbonyumutwa a aussi utilisé Radio Mille Collines, la radio du génocide, pour diffuser sa propagande. Retour à la prison centrale de Kigali. Parmi les génocidaires incarcérés, il y a cette ancienne journaliste de Radio Mille Collines. Elle se souvient très bien de lui. Il a financé la radio et il a parlé également. Et qu'est-ce qu'il disait? Et il faisait des communiqués également qui étaient diffusés sur les antennes de la RTLM. Et qu'est-ce qu'on disait dans ces communiqués? Et là, il donnait les appelait les Hutus à coaliser pour défendre les biens de la révolution et à ne pas accepter la politique du FPR. En clair, ça veut dire qu'il appelait les Hutus à joindre les milices, c'est ça? Voilà, exactement, oui, oui. Quand il appelle les jeunes à joindre les milices pour se défendre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pendant le génocide, vous savez avec le génocide, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les Hutus, les Tutsis plutôt avaient planifié le génocide des Hutus. C'est comme ça qu'on nous disait. Qu'alors à ce moment-là, qu'il fallait se défendre. Donc il fallait se défendre en tuant les Tutsis. L'autodéfense, comme on disait pendant le génocide, s'organisait aux barrières. C'est là que les miliciens arrêtaient les Tutsis pour les massacrer. À 2 pas de la maison familiale de Shingiru Mbonyumutwa, dans la ville de Gitarama, il y avait une de ces barrières. Où? Dans ma propriété ou sur la voie publique ou c'est où? Il faut que ce soit clair. Moi, je ne peux pas répondre quelque chose de l'arrêt. Je ne peux pas. Donc il n'y a pas de barrière devant chez vous? Chez moi, où? La barrière se trouvait juste ici. Ici où nous nous arrêtons. Vous voyez, c'est à 200 mètres. À 200 mètres du domicile de Mbonyumutwa. Je vois qu'il y a une barrière devant chez lui. Je m'adresse aux gens qui étaient sur la barrière. Donc, moi, je dis, qu'est-ce qui vous a ordonné de faire ça alors que les barrières sont interdites dans notre préfecture? Je dis, est-ce que c'est le bourgmestre qui a fait ça? Ils me disent non. Je dis, c'est qui? Ils me disent que c'est Shingiru.
ce qu'il m'a dit. Shingiro c'est Mbonyumutwa. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit pourquoi cette barrière. Il me dit, oh, vous savez, ça, et il y a d'autres mécanismes qui ne dépendent pas de lui. On projette même de mettre sur pied une sorte de ce que vous appelez notre défense civile. C'est ce qu'il disait, qu'il y a des programmes en cours et qu'il ne pouvait pas s'opposer à ce genre de programme et que du reste, Sobel ne lui gêne pas. Et pendant le génocide, Shingeron Mbonyumutwa conseillait très activement le gouvernement de l'époque. Il faisait partie du cabinet du Premier ministre Kambanda et c'est Kambanda qui conduisait le gouvernement qui a mené le génocide. Et alors Mbonyumutwa devait aller se préparer chez eux à Gitarama. Et de là, Shingiro était là également. Donc il faisait des réunions, il tenait des réunions des populations, des jeunes ainsi que des autres autorités de Gitarama. Pour leur demander de participer au massacre. Bien sûr, oui. Au parquet de Gitarama, la ville natale de Mbonyumutwa, nous allons voir le procureur. L'homme connaissait personnellement Mbonyumutwa et il l'a vu au travail pendant le génocide. Il a tenu une conférence, soi-disant une conférence de pacification, mais par après il y avait d'autres mots qui incitaient la population aux défenses civiles. Et c'était cette population qu'on occultait pour la défense civile qui exécutait le génocide. Vous trouvez ça normal qu'un pays comme la Belgique ne l'arrête pas encore, qu'ils sont encore là? À mon avis, je pense que bien avant, la Belgique avait fait une bonne réaction en arrêtant les génocidaires. Il y a même certains qui ont été jugés en Belgique. Oui. Mais à ce moment, je pense que ça s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Au parquet fédéral belge, Mbonyumutwa est bien connu. Il y avait une instruction contre lui, mais le parquet a été dessaisi par le tribunal d'Arusha qui juge le génocide du Rwanda et l'instruction est au frigo. Mais il reste que Mbonyumutwa est inculpé par le Rwanda. Alors, pourquoi ne pas l'extrader? Notre loi ne le permet pas parce qu'il faut qu'il existe une convention soit bilatérale, soit multilatérale qui soit d'application, qui permette cette extradition et il se fait qu'en l'espèce, donc il n'y a pas de convention internationale applicable entre le Rwanda et la Belgique. Et là, c'est une question, je vais dire, de nature donc politique, c'est une question de responsabilité des gouvernements respectifs de décider ou non de conclure une convention portant sur l'extradition ou sur l'entraide judiciaire en général. Shingeron Mbonyumutwa s'est vu refuser sa demande d'asile au motif qu'il était impliqué dans un régime génocidaire. Mais il vit toujours en Belgique, il n'est plus inquiété. Et nous voici sur les traces d'un des hommes les plus puissants du Rwanda de l'époque. Il m'a fallu du temps pour le localiser. Il vit à Bruxelles, ici, dans cet immeuble. C'est Séraphin Rwabukumba. Rwabukumba accepte un rendez-vous, c'est l'homme à l'écharpe rouge. Une rencontre, mais pas d'interview. Rwabukumba est recherché lui aussi par le parquet de Kigali. La justice belge a ouvert une instruction contre lui, mais elle n'a jamais abouti. Il n'a jamais été arrêté, ni jugé. Lui, je l'ai vu. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Je me suis demandé comment ce type peut se promener librement. Et très vite, j'ai essayé de faire quelque chose. On m'a dit non, tu n'arriveras à rien. Lui, c'est presque le cerveau, comme on dit. Parce que lui, c'est lui qui tenait les caisses de la CASU. C'était la sœur, le frère d'Agatha Kanziga, comme on disait. C'était des intouchables. La CASU, c'était le clan d'Agatha Biarimana, l'épouse du président. C'était un réseau occulte mais tout puissant. Les membres de la CASU auraient planifié le génocide. Séraphin Rwabukumba, beau-frère du président, homme d'affaires, en était l'un des piliers. Il était quelqu'un qui aidait beaucoup les Interahamwe CDR. Parce que moi, je me souviens de lui à Kimihurura, parce que moi, j'habitais à Kimihurura, et il aidait beaucoup les Interahamwe et les gens du CDR qui étaient là.
De quelle manière les aidait-il? Économiquement, il a donné de l'argent, il a acheté de l'essence, il a aidé dans tous les besoins. Vous financiez les milices Interahamwe. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est ce que je vous dis, c'est faux. Pourquoi dit-on cela alors? Je vous dis que si on le dit, donc il faudrait me dire qui le dit. Il est venu assister à plusieurs réunions pour organiser et acheter les équipements, les armes et les machettes et tout ça. Et vous étiez présent à ces réunions? Oui. Et vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Rendez-vous chez Éric Gillet, avocat bruxellois, spécialiste du génocide au Rwanda. Il a beaucoup travaillé sur le cas de Séraphin Rwabukumba. Bonjour. Rwabukumba, c'était quelqu'un qui était à la Banque nationale du Rwanda, qui il dirigeait le service étranger, donc les relations avec l'étranger. C'était quelqu'un qui dominait la centrale, comme on l'appelait, qui était une entreprise qui avait un quasi-monopole de tout ce qui était import-export, qui bénéficiait d'ailleurs à ce titre de privilèges fiscaux, enfin de toutes les facilités pour se livrer à ce commerce, dont énormément de témoins disent qu'il dominait le commerce des armes. Et donc c'est lui qui aurait, d'après les éléments dont on dispose jusqu'à présent, on a un certain nombre de choses extrêmement concrètes déjà, et de témoins très proches de Rwabukumba lui-même, qui l'ont vu travailler, et qui le désigne comme un de ceux qui a organisé le financement du génocide. Il avait beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent aussi. On le savait. C'est lui qui a financé les milices. Il semble qu'il ait financé un certain nombre d'achats d'armes ou de ce fameux matériel civil, parce qu'on le considérait comme tel, qui étaient des achats de machettes. On a intercepté à l'époque, d'après certains témoignages à Kibungo, un camion qui venait de Nairobi et qui était destiné à M. Rwabukumba et qui était plein de caisses de machettes. Bien avant le génocide, Rwabukumba est l'un de ceux qui mettent sur pied les escadrons de la mort. Et cela figure dans plusieurs témoignages et rapports d'enquête belges. Les escadrons organisent des affrontements sanglants et des massacres, sorte de prélude au génocide, comme en juillet 93 à Gikondo. Rwabukumba Séraphin était parmi ceux qui ont organisé l'opération Silence Suicide. Il était sur place ou il était dans les réunions auparavant? C'est lui qui planifiait. Il était parmi les autorités qui organisaient et recrutaient les exécutants. Il nous faisait venir et nous indiquait tous les endroits où il fallait aller tuer. Tous ces gens-là qui m'accusent en disant voilà, c'est la fin, il a fait ça. Je dis, il a tué qui? Quand? Il donnait des ordres partout, il circulait partout. Moi, je peux parler de là où j'étais. Il était responsable de cette opération. Il y avait combien de morts dans cette opération? Je ne pourrais pas compter. Beaucoup. On tuait la nuit, le jour, tous les jours. C'était affreux. Rwabukumba Séraphin, selon vous, c'est un génocidaire? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des membres fondateurs, plutôt, qui ont organisé ou préparé les massacres et le génocide. Moi, j'ai un dossier au parquet qui est en cours d'instruction. Pour quelle affaire? Je ne sais pas. X, on parle X. Il n'y a pas de nom ni rien. Vous n'êtes pas inquiet? Inquiet de quoi? Je ne suis pas inquiet. D'être arrêté? Pas du tout. Pas du tout. Nous avons le dossier, nous avons fait passer le message en Belgique en leur disant que Séraphin Rwabukumba est là-bas. Et donc ce que nous leur demandons de faire, c'est exactement ce que vous me demandez. Ils devraient y aller et frapper à sa porte et dire « Voici un mandat d'arrêt, vous allez comparaître devant la justice et répondre de vos actes ». Comment rendre justice à toutes les victimes du génocide? La Belgique fera encore un procès dans le cadre de la loi de compétence universelle, probablement en janvier 2009.
Mais après, que faire? Ce sont les seules infractions qui sont imprescriptibles. Et je suis personnellement convaincu que, à l'instar de ce que vous voyez encore maintenant, des personnes qui sont accusées d'avoir participé au génocide juif sont encore actuellement parfois arrêtées aux quatre coins du monde. Et je suis convaincu que, concernant le génocide rwandais de 1994, vous aurez encore, pendant de très nombreuses années, des personnes qui se feront arrêter aux quatre coins du monde et qui seront, dans plusieurs années encore, donc arrêtées et jugées pour ces faits-là. Ils continuent à distiller l'idéologie du génocide où qu'il soit. Ils continuent à harceler les témoins. Ils continuent à échapper à la justice et à nier le génocide en public. Donc ils sont dangereux. Et c'est pourquoi ils ne méritent pas d'être libres, ils méritent d'être enfermés et poursuivis.